C'est intéressant les ovnis, hein. C'est un sujet qui passionne. Et exceptionnellement, aujourd'hui, on va parler des oculaires de vision nocturne intensificateurs, donc OVNI. Alors, non, hop, c'est que cette touche-là, ça devrait fonctionner, effectivement. Donc OVNI, oculaires de vision nocturne intensificateurs. Ce sont donc des oculaires qui vont permettre d'intensifier la lumière, de l'amplifier, aussi bien dans le domaine de la lumière visible, de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Alors, il est intéressant de comprendre déjà que la société a été créée en 2019, donc ça fait déjà 5 ans. On est basé à côté de Royan, donc en Charente-Maritime, s'il y en a parmi vous qui sont dans le secteur. Et après, on va pouvoir les utiliser de différentes façons, que ce soit pour les astronomes qui font de l'observation visuelle, de l'astrophoto, pour la recherche scientifique. Donc vraiment tout un panel de possibilités. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette conférence en plusieurs parties, mais principalement une grande partie sur le fonctionnement des oculaires. Et après, justement, comment on va les utiliser pour les différentes catégories, donc visuelles, astrophotographie et domaine scientifique. De 2017 à 2019, donc 2 ans ont été nécessaires pour faire de la R&D et aboutir au tout premier oculaire qui était l'OVNI M. Donc je reprends oculaire de vision nocturne intensificateur OVNI et M c'est pour le monoculaire. Donc en 2019, on a eu l'OVNI M qui était disponible en 3 versions. Plus la version a un chiffre élevé, plus elle est performante. Donc on a eu l'OVNI M en version 1800-2100, 2100-2400 et 2400-2600. Et en parallèle également, on a développé différents accessoires qui permettaient du coup de l'utiliser par rapport à son matériel et à ce que l'on voulait observer. 1 an après est arrivé l'OVNI B en 2020, à nouveau en 3 versions, 1800-2100, 2100-2400, 2400-2600. Et la même année, on a également fait évoluer les performances de l'OVNI M vers du 2600-2800. Donc il est intéressant de comprendre que pendant toutes ces années, en fait, les performances évoluent, à la hausse évidemment. Les accessoires également évoluent et il y en a des nouveaux qui apparaissent. Donc de 2019 à 2024, aujourd'hui, eh bien, on a plusieurs accessoires qui ont vu le jour, que l'on va pouvoir utiliser ce soir. D'ailleurs, c'est assez intéressant de pouvoir le faire directement sur le ciel. Et qui vont du coup donc permettre d'utiliser différents types de filtres, différents types d'oculaires. Et en 2025, ce sera l'OVNI S qui lui sera une version uniquement destinée aux observatoires professionnels pour la recherche scientifique et pas du tout pour les amateurs. L'OVNI S signifiant Space, Survey, Science et Satellite. Alors l'OVNI M, donc je vous en ai parlé un tout petit peu. Bon là on a un fond qui est un peu délicat, mais bon il est là en tout cas. Il fait à peu près 10 cm, donc c'est vraiment petit comme un oculaire classique. Voilà, il est très léger, hein, à peu près 240-250 grammes, donc ça reste vraiment dans le domaine de la normalité pour un oculaire. À la différence qu'il va contenir un tube intensificateur que l'on verra par la suite. Et il a également 2 petits paramètres qui sont le contrôle du réglage dioptrique. Là, ça va permettre de s'adapter en fait à la vision de chaque personne. On a tous des visions plus ou moins bonnes. Donc le réglage dioptrique est intéressant. C'est un oculaire également qui a un coulant de 30 à 75 mm, donc qui sera fonctionnel avec absolument tous les télescopes. Et puis, je ne l'ai pas dit au début, mais en fait, c'est un oculaire de 26 mm. Donc 26 mm, eh bien, si vous voulez connaître le grossissement de l'observation, naturellement, vous divisez la longueur focale du télescope par les 26 mm. Voilà, et puis après, il a plein de petites fonctions, mais qu'on va également voir par la suite. Le filetage Shimoon qui permet de mettre un objectif à l'avant, objectif inclus, mais également tout type d'objectif photo. Et donc l'OVNI M, ce fut le tout premier, et 1 an après, on a eu l'OVNI B, et là, vous l'aurez peut-être compris, le B va signifier binoculaire, car on va pouvoir observer avec les 2 yeux. Et peut-être que l'an prochain, on aura un OVNI T, trioculaire, pour les personnes qui ont 3 yeux, je ne sais pas. C'est tout à fait possible, hein, à réfléchir. Bon, là voilà, il y a moins de personnes qui sont intéressées pour un OVNI T. Bon, en tout cas, l'OVNI B, de la même façon, a également un réglage dioptrique. C'est celui qu'on va utiliser ce soir d'ailleurs, hein, l'OVNI B pour les observations. Donc vous verrez qu'on a un réglage dioptrique qui se fait ici, à la base de chacun des 2 oculaires de 27 mm. On a également un bouton de contrôle du gain qui se trouve ici, à l'avant droit, quand vous le tenez en main, qui vient permettre de moduler la lumière, l'intensité lumineuse. C'est très intéressant, surtout quand on met un filtre, de pouvoir augmenter ou baisser en tout cas le sentiment et le gain. Et de la même façon, encore une fois, et on a du coulant 30 à 75, on a également un coulant en 50,8 mm.
Donc il va s'adapter à absolument tous les télescopes. Et contrairement à une binoculaire classique qui a deux grands défauts, j'ai envie de dire, lui n'a pas de problème pour avoir la mise au point sur tout type de télescope. On aura toujours la mise au point, voilà, pas de problème de back focus. Et également, on n'a pas de perte de lumière, elle est infime. Dans la réalité, oui, il y a une perte, mais elle est infime. Alors que quand on prend une binoculaire en verre, eh bien, on voit tout de suite qu'on a vraiment 50% de la lumière qui a disparu pour aller vers chaque œil. Et ici, on n'a pas de perte de lumière, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir cumuler toute la lumière comme avec l'OVNI M. Je vous le disais également auparavant, que ce soit l'OVNI M ou l'OVNI B, bien sûr, on a un tube intensificateur. Donc c'est un tube intensificateur OVNI Night Vision Astronomy Grade, donc qui est totalement conçu pour l'astronomie avec des performances pour l'astronomie. Et ce qui est intéressant aussi là de bien comprendre tout d'abord, c'est qu'on a une teinte qui est verte, je dis justement une grosse bêtise, une teinte noire et blanche, monochromatique, contrairement à la teinte verte qu'on voit souvent à la télévision ou pour les militaires. C'est une image qui n'est pas forcément très adaptée à l'astronomie, alors que la teinte monochromatique est beaucoup plus neutre, beaucoup plus naturelle quand on observe. Un petit peu comme avec un oculaire classique, on a souvent une image qui est noire et blanche, des fois on a un petit peu de couleur, mais c'est plus rare. Mais là, vraiment, on garde justement ce côté très naturel. Et donc, le contrôle manuel du gain va également dépendre du tube. Donc, on a le petit bouton sur l'OVNI M et l'OVNI B, mais c'est le tube qui va faire tout le travail. Et donc, il est disponible en 3 versions. Vous l'avez vu tout à l'heure, 1800, 2100, 2400, mais depuis, donc, on a évolué. On est sur des formes 2200, 2400, 2600. Donc, ça évolue tout le temps. Et également, ça correspond à quoi ces chiffres? Alors, ça correspond en fait, c'est figure of merit. On va le voir par la suite, mais c'est une multiplication entre la résolution, qui a un certain niveau, mais on le verra après. Après la limite, je garde la limite pour la suite. Mais effectivement, c'est une question qui était intéressante. Et donc la fonction auto-gated, qui est également une autre fonction intéressante pour l'astronomie. Donc là, on a vraiment un tube qui est spécifique pour l'astronomie avec une durée de vie minimum, je dis bien minimum, de 12 000 heures. 12 000 heures, ça veut dire 3 heures toutes les nuits pendant 10 ans, ce que personne ne fait. On a toujours différentes raisons pour ne pas observer toutes les nuits, des nuages, principalement de la pluie depuis quelques mois, donc ça dépend. Et après, donc dit autrement, c'est 3 heures par semaine pendant 70 ans, donc c'est vraiment conséquent. Et un tube peut même vivre jusqu'à 20 000 heures, mais en tout cas 12 000 heures, c'est déjà une durée qui est suffisante pour tout le monde. Je l'ai un petit peu dit au début, mais effectivement, on va aller observer donc dans différentes longueurs d'onde. L'œil humain voit la lumière visible qui est entre 400 et 700 nanomètres. Grâce à l'OVNI, on va donc pouvoir intensifier la lumière visible, mais également aller voir des longueurs d'onde que l'on ne verrait pas avec un oculaire classique. Donc on va pouvoir aller vers tout le spectre qui va de l'ultraviolet jusqu'aux branches infrarouges jusqu'à 1000 nanomètres. Donc de 390 à 1000 nanomètres, on a l'OVNI M qui va pouvoir, ou l'OVNI B qui va pouvoir faire son travail. Et en réalité, on peut même descendre en dessous des 390 nanomètres. Là, c'est vraiment ce qu'on garantit, mais dans la réalité, on va jusqu'à 350 nanomètres. Et on peut effectivement aller observer, par exemple, le Soleil dans le domaine du calcium. On peut aller observer Vénus. On peut, après, si on va dans le méthane, faire d'une certaine façon du visuel. Serge, je sais que le terme visuel, effectivement, ça reste toujours peut-être critiquable, mais en tout cas, on va pouvoir faire du visuel sur des planètes comme Saturne ou Jupiter. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir ces différences qu'on aurait avec un oculaire classique. Donc, retenez vraiment entre 390 et 1000 nanomètres, contrairement à l'œil humain qui travaille entre 400 et 700. Et j'ajouterais effectivement une chose aussi, c'est que il a un pic d'intensité qui est dans les 750-800 nanomètres, donc vraiment dans l'infrarouge. C'est là où il est le plus performant. Le bleu, donc vers les 400 nanomètres, c'est là où il est le moins performant. Mais ça n'empêche qu'il va quand même travailler et pouvoir amplifier toutes les longueurs d'onde. Alors là, c'est la fameuse vidéo qui en général ne marche jamais quand je la lance. Et exceptionnellement aujourd'hui, elle marche. Donc très bien. On va voir ici le fonctionnement exact du tube. Il y a 3 étapes. D'abord, on a les photons qui vont être transformés en électrons grâce à la photocathode qui va se trouver à l'avant du tube. Maintenant, on a des électrons. Ces électrons vont être multipliés par une dizaine de milliers grâce à la plaque multicanaux. Et à chaque fois en fait, qu'un électron va frapper cette plaque, il va se multiplier, comme on le voit ici. Donc là, on a encore des électrons
qui vont ensuite frapper la partie phosphore à l'arrière pour être transformés en photons. Et je vous passe quelques images qui ont pu être faites. Ok, alors je vais vous remettre juste le tout début, comme ça ce sera vraiment très clair. Mais vraiment... C'est tout à fait monochromatique. Tout à fait. Monochromatique, toujours. Après, si on veut de la couleur en photo, on fait son RGB. Mais on fait ces trois prises en RGB pour la photo. Mais en visuel, on n'a pas de couleur. Ça reste monochromatique. Donc je reprends effectivement juste ce que je disais. On a vraiment 3 étapes. Photon transformé en électron. Électron, donc multiplié par dizaines de milliers, et retransformé en photon pour être capté par l'œil humain. Sinon, on ne verrait rien. Et là, je vous repasse juste le tout début de la vidéo, vraiment pour recomprendre une nouvelle fois en images. C'est assez parlant. Photon qui rentre dans le tube, il frappe la partie photocathode, ils sont transformés en électrons. Ils restent toujours dans l'alignement d'origine, toujours le même sens. Ils frappent la partie multicanaux, ils sont démultipliés par dizaines et dizaines de milliers. Ils continuent leur chemin dans le même sens, toujours. Et ils frappent la partie phosphore, cette fois-ci pour être retransformés en photons. Donc vraiment bien retenir ces trois étapes. Donc c'est une technologie d'origine militaire, ça? Alors, ma réponse, c'est pas d'origine militaire. Ça a été créé pour les militaires, mais ce ne sont pas les militaires qui viennent créer la technologie. Après, effectivement, comme beaucoup de choses, c'est développé par rapport à leurs demandes. Après, il y a une différence, nous, d'ailleurs, je vais y venir par le slide suivant, qui est justement pour répondre également à la question de Serge, c'est qu'en fait, on a des performances qui vont être différentes. Un petit peu comme tous les miroirs ont des performances différentes, tous les tubes ont des performances différentes. Et il y a des performances qui, pour l'astro, sont plus importantes que pour les militaires, par exemple. Les militaires, eux, ont une lumière ambiante qui est assez conséquente, même s'il fait noir. Ils ont beaucoup plus de lumière ambiente que nous quand on va observer des petits objets vraiment très ténus et très peu lumineux. Donc il y a par exemple, l'EBI qui correspond au contraste, EBI, Equivalent Background Illumination, est très important pour l'astronomie. Nous, on garantit un EBI à 0,7 ou moins. C'est la seule, je dirais la seule performance qui doit être la plus basse possible. Et les militaires, ils sont plutôt entre 1 et 2,5. C'est pas quelque chose d'important pour eux, alors que pour l'astro, ça fait une vraie différence. Après, on a également d'autres choses, c'est que nous, on a des tubes en astro qui sont, du coup, les tubes OVNI Night Vision Astronomy Grade, qui sont des tubes dits clean specs, clean tube. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits points noirs qui se forment lors de la fabrication du tube. Ça, c'est des défauts qui sont, j'ai envie de dire, naturels. Quand un militaire il veut observer sa cible, s'il a un petit point noir, c'est pas bien grave. Nous, si on observe une galaxie et qu'on a un petit point noir au centre, c'est plus embêtant. Ou alors c'est un trou noir, mais on ne pourrait pas l'observer non plus. Donc on a vraiment des tubes qui sont parfaitement propres, et ça c'est aussi important pour l'astro. Après, il y a également la partie monochromatique. Le militaire, c'est du vert. Nous, c'est une couleur qui est naturelle. Et également, donc les autres fonctions les autres performances sont aussi importantes. Alors l'œil humain, en théorie, est plus sensible au vert. Voilà, donc pour vraiment de l'observation terrestre, il y a un intérêt. Pour l'astro, il n'y a pas d'intérêt et en plus, l'image est moins jolie en fait. Vraiment, sur le côté esthétique pur, c'est pas agréable. Si c'est monochromatique, ça peut rester en vert. Oui, alors quand on parle de monochromatique, c'est vrai que ça veut pas dire noir et blanc, ça veut dire effectivement une seule couleur. Même si par défaut, on utilise le terme monochromatique pour du noir et blanc. Pour l'œil, ce sera mieux. Alors non, ce sera pas mieux, ce sera pas beau. moins beau, j'ai envie de dire. C'est pas beau, c'est peut-être pas le bon terme, mais moins beau, effectivement, par rapport à une couleur qui est beaucoup plus neutre. En tout cas, ce serait vraiment une teinte qui
C'est pas naturel. Si on voit du vert, une image toute verte, en fait, c'est pas naturel. Donc, on aurait vraiment encore plus cette impression d'être dans un système avec la... On serait moins en phase avec le ciel, en fait. Il y aurait vraiment une sorte une sorte d'écran, une sorte de technologie qui vient nous dire qu'on n'est pas en direct, qu'on n'est pas totalement connecté au ciel. Alors que quand c'est noir et blanc, on se sent beaucoup plus dans l'observation. Et donc, alors voilà, donc effectivement, chaque tube a un numéro de série qui lui est propre. Donc là, ça c'est pour un OVNI M par exemple. Donc on a le contraste dont j'ai parlé juste avant. Et tout à l'heure, pour Serge qui demandait le FOM, donc le Figure of Merit, en fait ça correspond au bruit fois la résolution. Ici on a une résolution de 72, ça c'est un nombre de paires de lignes par millimètre. Donc on a 144 lignes par millimètre, donc 72 paires de lignes par millimètre, une ligne grise, une ligne blanche, multiplié par le bruit. Ici donc 72 fois 36,4. Et on obtient ce FOM. Donc ça, c'est vraiment la première valeur qui permet de catégoriser en fait la performance du tube, même si après, il faut également prendre en considération les autres. C'est-à-dire que si on a un super FOM, mais qu'on a un EBI à 2,5, pour l'astronomie, ça n'a aucun intérêt. Si on a un super FOM, mais qu'on a plein de petits points sur le tube, ça n'a aucun intérêt non plus. Donc c'est en fait une somme de performances qui sont importantes à prendre en compte. Mais la base, effectivement, ça va être le FOM. Voilà, puis après la luminosité également, c'est le nombre de fois en fait où le photon va être démultiplié. Dans cet exemple, on est à 62 800 fois, ce qui est assez considérable et qui permet vraiment d'avoir toute cette lumière en plus qu'on va pouvoir observer à travers l'oculaire. Dans les spécifications, je vous avais demandé l'année dernière, ouais. Justement la partie multiplicatrice des électrons. Donc en effet, c'est un réseau percé en fin de compte. Comme on a vu sur la vidéo. La résolution qu'on va avoir dépend du nombre de trous. Et donc, quelle est la résolution de ce machin? Alors, tu veux dire en pixels? Parce que là, j'aurais pas... comme j'ai dit, c'est un tube cathodique quelque part. Tout à fait. C'est un tube cathodique. Quand on monte en nombre de lignes, bon là, c'est en nombre de points, en nombre de canaux. Il y a combien de canaux? Il y en a combien sur la surface? Alors, le chiffre exact, je ne vais pas pouvoir te le donner, mais il y en a plusieurs milliers en tout cas. Plusieurs milliers effectivement de petits canaux qui vont venir... Ce qu'elle a, c'est la résolution. Tout à fait. C'est typiquement la grille photomultiplicatrice. Tout à fait. C'est vrai que là, la résolution, effectivement, on parle en termes de paires de lignes par millimètre. D'ailleurs, c'est pareil, quand on parlait des militaires tout à l'heure, effectivement, eux, en général, 64, ça leur convient bien. Mais nous, en astro, on essaie d'avoir la meilleure résolution possible. Donc là, et là, on a 72 canaux par millimètre. Paires de lignes par millimètre. Tout à fait. Mais et on a plusieurs milliers. Le diamètre total du récepteur, c'est combien pour avoir une notion du genre qu'il soit multiplié par... En fait, on a plusieurs milliers après de petits trous, justement. Oui, mais combien ça, c'est un chiffre que je ne vais pas te donner et que je n'ai pas non plus précisément en tête. Donc, je ne vais pas te dire de bêtises. Ou tout simplement, le diamètre de si tu me dis 72 et que tu me donnes un diamètre, on l'a quelque part. part. Le diamètre, en fait, on a 18 mm. Donc, tu peux calculer après, peut-être, si tu veux, ton nombre de... Le diamètre du tube, en fait, c'est 18 mm. Donc, effectivement, après, en faisant la calcul, que je te laisse faire de tête immédiatement, si tu pourras nous le donner. Mais non, après, voilà, ça, c'est l'info, là, je ne l'ai pas en tête et je ne veux pas te dire de bêtises, en fait, sur ce chiffre que... Oui, c'est le but ultime, effectivement, après, c'est à l'œil, tout à fait. Et donc, on va l'utiliser également de 3 façons. La première, la plus simple, c'est le montage au foyer. Donc, on vient de mettre directement son OVNI M ou son OVNI B directement dans le porte-oculaire, soit du télescope, soit de la lunette. Donc ici, si je prends l'exemple du télescope, c'est celui que je vais utiliser ce soir pour les démos. C'est un Skyvision 400 mm à 1600 mm de focale. 1600 divisé par les 27 des deux oculaires. Eh bien, on aura un grossissement d'à peu près 59 fois, si je ne dis pas de bêtises. Et sur la lunette, je ne sais plus laquelle j'avais utilisée pour la photo. Et également, si on veut grossir, c'est très simple. Contrairement à une bino classique où il faut acheter 2 paires d'oculaires, enfin une nouvelle paire d'oculaires à chaque fois qu'on veut grossir. Ici, on va faire très simple. Effectivement, on peut faire aussi avec une bino classique, mais mettre un barlow à l'avant ou mettre un réducteur de focale à l'arrière pour pouvoir changer son grossissement. Mais si vraiment on veut un grossissement minimal avec un champ de vision maximal, il y a une autre méthode qu'on va voir ensuite, c'est le montage afocale. Le montage afocale consiste à intercaler un oculaire en verre entre le télescope et l'OVNI.
Alors, il y en a un qui est parfait, c'est le télévue 55 mm, qui peut même se transformer en 67 mm. Donc là, avec celui-ci, vraiment, le but, c'est d'avoir un maximum de champ. Donc dans cette configuration-là, par exemple, avec l'OVNI B, on a un champ d'à peu près 1,6 degrés et on a un grossissement d'environ 19 fois. Donc c'est vraiment très intéressant pour avoir un maximum de champ. Et on n'a pas besoin du coup d'acheter une nouvelle paire d'oculaires pour avoir un grossissement différent. Donc vraiment, de base, montage au foyer. Si on veut grossir, on met une Barlow. Si on veut réduire, réducteur de focale, c'est pas forcément ce que je recommande le plus. Le mieux pour réduire, c'est d'avoir directement cet oculaire-là de chez Télévue pour avoir un max de champ et principalement sur les grandes nébuleuses. C'est là où ça a tout son intérêt. Je vous montre quelques exemples. Alors, il y en a plein sur le site, dans la galerie photo sur le site OVNI Night Vision. Mais bon, voici quelques-uns. Ici, c'est un utilisateur mexicain qui met son OVNI B directement dans le porte-oculaire de son Obsession 15 pouces. Ici, on a en Nouvelle-Zélande, Rory, qui lui a un binoscope APM. Là, on est sur un montage affocal, par exemple, avec 2 OVNI M. Ici, on a un Australien avec son OVNI M et sa petite lunette. Thierry Legault, en France, là, on a également un montage afocal sur un objectif photo, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà. Maintenant, il a un 400 mm, mais il fait aussi d'autres types de montage avec ses instruments. Puis alors là, on a un très gros, c'est un 45 pouces, c'est un Dobson qui est à l'Observatoire des Baronnies provençales, où d'ailleurs le propriétaire a un OVNI M et un OVNI B, et voilà, là, il met non, je pense qu'il doit être en afocal sur la photo. Mais voilà, tout est possible. C'est pas forcément pour du Dobson, c'est pas que pour de la lunette. Ça marche avec tout type d'instrument. Et c'est pas fini au niveau de l'usage, puisqu'il y a un troisième montage qui est le montage à la main, comme une paire de jumelles par exemple. Donc on va le prendre à la main, on met sur les yeux, on observe le ciel. Et comme on a un oculaire de 27 mm à l'arrière et un objectif de 27 mm à l'avant, qui est inclus, on a un grossissement de 1 fois. Si on veut grossir, eh bien on va mettre un autre objectif photo. Dans cet exemple-là, c'est un Cosmicar 75 mm. 75 divisé par 27, on est pratiquement à 3 fois de grossissement. Et puis si on veut, on peut aussi venir mettre un filtre à l'avant, que ce soit avec le Cosmicar ou avec l'objectif d'origine. Mettre un filtre qui lui va permettre du coup de faire ressortir toutes les nébuleuses, que ce soit dans le Sagittaire ou North America, ou quand c'est en plein hiver, on a la boucle de Barnard. C'est vraiment très intéressant de pouvoir voir ces grands objets et constater la taille qu'ils peuvent faire dans le ciel par rapport à ce qu'on peut imaginer. En fait, on ne les voit jamais, ces objets-là. Et là, avec l'OVNI, c'est des objets qui sont facilement observables. Et je crois que Serge, c'est ce que tu avais fait l'an passé, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'était où déjà? C'était au Nuit du Cosmos ou c'était ici, ouais. Quelques exemples encore donc, de montage avec différents objectifs. Bon, ici, c'est un Japonais qui, du coup, lui, a mis derrière son OVNI M une sorte de renvoi coudé pour pouvoir facilement observer le ciel. Là, c'est un Américain qui, lui, a plein d'objectifs différents. Il s'est fait des montages vraiment très personnels. Ici, un peu de relaxation avec une belle chaise longue et l'OVNI B, qui est ici avec la roue à filtre et sans doute cet objectif-là au bout d'un trépied bino. Il s'est fait encore un autre montage. Enfin voilà, il y a différentes possibilités qui sont en fait quasiment infinies. Et le mieux, c'est de tester. Il n'y a pas de règle, hein. Il faut tester avec son matériel. Mais une fois, c'est très bien. 3 fois, c'est très bien aussi. Après, arriver à 5-6 fois, bon, la main commence à bouger. Donc, je recommande d'avoir un trépied si vraiment on veut mettre un objectif un peu plus lourd pour vraiment ne pas avoir ce tremblement de la main et ça vient un petit peu gêner l'observation. Décidément, ça vient gêner l'observation après. Donc, 1 fois, 3 fois, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'adaptateur? Alors, on a du coup, donc sur l'OVNI M et l'OVNI B, on a du C-mount de base. Également, on a du T2 sur l'OVNI B. Et après, si vraiment on veut faire du M4 tiers, par exemple, actuellement, on est en train de travailler sur un adaptateur pour du M4 tiers. Mais il y a déjà des utilisateurs qui sont bricoleurs et qui ont fait des systèmes propres. Parce que là, on est sur quelque chose de... C'est du Canon ou je ne sais pas précisément. Mais après, ils ont fait vraiment leur propre système pour venir mettre leurs objectifs qui étaient déjà chez eux. Mais on peut effectivement après moduler tout type d'objectifs sans limitation. Hop, j'ai sauté un slide. J'avais un petit peu répondu au début, mais vraiment c'est pour tous les astronomes, voilà, qu'on aime faire du visuel, qu'on aime faire de la photo, qu'on aime faire de la recherche, ou après au niveau professionnel.
Et il n'y a pas vraiment de limite. Moi, comme je t'explique toujours, de base, ce que j'aime, c'était l'observation visuelle, c'est dans ce sens-là où je l'ai conçu. Mais après, on peut encore faire effectivement tout un panel d'usages. Donc ne vraiment pas se limiter en fonction de son besoin, de ses préférences et de son matériel. Comme on est ici en Star Party et qu'il fait très très beau ce soir, on va pouvoir observer. C'est beaucoup plus intéressant même que la conférence. Toutefois, quand je fais des conférences comme au RCE par exemple à Paris où il n'y a pas de ciel et qu'on ne peut pas observer, je recommande toujours d'aller faire des petits tours des fois sur certains magazines qui ont parlé un peu OVNI M, OVNI B, ou d'aller sur les forums d'astronomie, c'est aussi très bien pour pouvoir se faire une idée. Donc quelques exemples en fait en termes de magazines, parce qu'on a fait la une, ou en tout cas eu des pages dans différents magazines, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre. Là c'est un exemple, c'est un magazine américain, on voit l'OVNI B en première page, il y a un article AstroSurf que tout le monde connaît. En France, T1000, OVNI B, une expérience hors du commun. Ici c'est au Royaume-Uni dans l'astronomie, Astronomie Now, du coup on a l'OVNI M et plusieurs pages avec l'OVNI M. Et puis il y en a encore eu d'autres, que ce soit avec Ciel et Espace que tout le monde connaît. Ici c'est en Allemagne, Sternzeit, vous m'excuserez pour l'accent, je ne parle pas allemand. Et puis encore d'autres magazines, Astronomie Now, Sky at Night. Et puis également sur le site internet, il y a toujours quelques liens qui renvoient vers des avis d'utilisateurs sur les forums, quelques extraits YouTube, quelques extraits divers et variés pour déjà se faire une idée, mais ça c'est vraiment quand on ne peut pas observer. Quand on observe, eh bien voilà ce qu'on peut avoir par exemple pour les personnes qui aiment faire du dessin. Sur la gauche, on a un dessin fait par un utilisateur français, Thibaut de France, qui porte très bien son nom. Et qui donc du coup a un OVNI M. Ici on a un utilisateur anglais avec un OVNI M également qui lui a fait une photo au smartphone de manière très très simple de la Trifid. Ici on a une vidéo de la Falcon 9 qui a été lancée aux États-Unis, faite en vision nocturne. Alors la qualité n'est pas forcément fantastique, mais ça permet de voir des choses en tout cas qu'on n'aurait pas en visuel classique. Et là, on voit du coup tout ce panaché de gaz qui fait un peu penser à une sorte de nébuleuse à l'arrière de la Falcon. Il y a eu la séparation en fait des deux étages sur cette vidéo. Donc on a l'étage supérieur qui continue et l'étage inférieur qui redescend. Et voilà l'étage du coup qui continue où là on a une sorte de comète si on veut imaginer des choses. C'était fait avec un télescope de 300 mm. Il y a eu un Dobson de 300 en vision nocturne. On peut encore faire plein de choses, il ne faut pas se limiter toujours. Des vagues gravitationnelles, c'est assez rare, mais on peut aussi les voir. Ça n'a rien à voir avec les ondes gravitationnelles, c'est totalement différent. Ce sont des turbulences atmosphériques dans l'atmosphère. Donc on voit ces vagues en fait, qui se créent, qui se forment. On peut observer des sprites également. Les sprites, j'en ai jamais vu personnellement, mais effectivement un jour, ce serait intéressant de pouvoir. Mais c'est vrai que c'est en photo aussi la photo pour pouvoir les capturer. C'est tellement rapide. Sprites, donc qui sont des éclairs en fait qui partent vers le ciel lors d'orages. Je le disais tout à l'heure également, observer par exemple Saturne, Jupiter. Là, certes, ce sont des photos, mais c'est comme ça qu'on les voit en tout cas à l'OVNI directement au télescope. Ou le soleil, c'était Thierry Legault également qui avait fait cette photo du soleil en CAC. L'exploit, c'est pas forcément de faire une photo du soleil en CAC, ça c'est pas du tout un exploit. C'est qu'en fait, il a observé en visuel le soleil, comme ça, dans la longueur d'onde du calcium, qui normalement n'est pas visible par l'œil humain, mais avec l'OVNI, c'était possible. Ensuite, on a des photos qui sont faites au smartphone. Là, c'est pareil. Si on prend des temps de pause très très courts, avec un ISO très très bas et un smartphone de base, on arrive à faire déjà de très belles photos. Donc en 25 secondes, eh bien, on a déjà des objets qui ressortent pas forcément très bien ici sur ce mur, mais en tout cas qui sont très intéressants. Ici, c'est un utilisateur français, Cyril Weglars, qui l'a fait avec son smartphone. Et puis, si on veut prendre une caméra, plein de montages possibles avec l'OVNI Camera Adapter, qui est un petit accessoire qui permet de connecter soit une caméra, soit un appareil photo de type Sony A7 ou une caméra de type ZWO ou QHY. Donc là, vous avez plein de montages différents, en tout cas qui montrent vraiment que tout est possible, que ce soit aussi bien avec l'OVNI M que l'OVNI B. Et pour les photos, on va y venir. Là, cette fois-ci, c'est un utilisateur allemand qui a fait ces photos-là.
Et on est vraiment sur des photos, encore une fois, très rapides. On voit en haut à gauche que c'était à peu près 3 minutes et 7 secondes pour faire chaque photo. Il n'y a pas de dark, il n'y a pas de flat. Très simple. Simplement un empilement de photos sur des temps de pause extrêmement courts qui sont de l'ordre de 0,75 secondes. Donc le Lucky Imaging, c'est vraiment la meilleure technique pour pouvoir... meilleure. C'est une très très bonne technique pour utiliser l'OVNI-M et l'OVNI-B quand on aime faire de l'astrophoto. D'autres exemples ici avec North America. Ce soir, on la verra très très bien à une fois de grossissement. L'OVNI tenu à la main, c'est un objet qui est fabuleux avec le pélican à côté. La rosette, bon, si je vous la montre ce soir, il y a un problème, vu qu'elle est vers Orion et qu'elle est invisible en ce moment, cette période de l'année. Et là encore une fois, on a des temps de pause qui sont vraiment très courts. On a également du coup, donc au niveau professionnel, un peu de collaboration et également du coup des clients qui vont l'utiliser de différentes façons. Ici, on a l'université d'Arizona qui utilise des OVNI M et des OVNI B, principalement eux pour de la surveillance spatiale, donc des débris des satellites spatiaux. Et je vous le disais aussi au départ, on a l'OVNI S du coup qui verra le jour en 2025, qui lui aura vraiment des fonctionnalités différentes qui sont pas spécialement utiles pour les observateurs amateurs, mais qui pour le domaine professionnel sera très très intéressant. Donc toute cette partie professionnelle est en cours d'évolution également, comme au niveau des amateurs. On continue avec un autre exemple. Ici, on a le pulsar du crabe. Alors en soi, au niveau esthétique, c'est pas forcément fabuleux, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'ici, on a un petit pulsar qui en 33 millisecondes tourne sur lui-même. C'est un pulsar qui fait 10 km simplement de diamètre, donc c'est vraiment extrêmement faible. Et on voit là les deux flashs dans l'espace des 33 millisecondes. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable de pouvoir l'imager de cette façon-là, en ayant un OVNI-M et une caméra, tout ça avec un Dobson de 600 mm, si on le compare avec des télescopes professionnels, là c'est fait par un amateur, si on le compare avec des télescopes professionnels qui eux sont évidemment beaucoup plus gros, 4 mètres et 2 mètres 50 et sous des cieux qui sont beaucoup plus noirs que le ciel de Radebeul en Allemagne, qui n'est pas connu pour sa pureté absolue, mais qui en tout cas permet déjà de faire des choses assez incroyables si on compare entre les pros, les amateurs, avec des instruments totalement différents. Là c'est pareil, le rendu il n'est pas excellent sur le slide, mais en fait l'image est quand même meilleure que ça. Mais là, on est en fait sur le parachute d'Andromède, qui est un quasar, une lentille gravitationnelle qui a été découverte en 2017. Donc c'est vraiment très très récent. Donc ça, c'est l'image ici la plus résolue du parachute d'Andromède faite par un télescope professionnel. Donc un télescope d'1,80 m sous un super ciel qui est à Hawaï. Et ici, fait par Martin Fiedler, qui est en Allemagne avec son télescope de 600 mm. A pu imager du coup le parachute d'Andromède. Il a vu également en visuel le parachute. Et en tout cas, il a pu faire cette photo. Et effectivement, on voit que la comparaison est plutôt intéressante. Alors moi, j'ai peut-être un avis un peu biaisé, mais j'ai tendance à préférer avec l'OVNI-M par rapport en tout cas à la meilleure image du monde, qui en soi, peut-être falloir changer de matériel ou le faire évoluer. Ça ressemble un peu à un ovni, là, c'est vrai, c'est vrai. C'est une sorte d'ovni, on a les trois lumières qui arrivent. Mais vraiment, en fait, c'est toujours le même objet. Hein. Enfin, vous connaissez peut-être, effectivement, mais en fait, c'est un objet qui est en arrière-plan, et là, en fait, c'est le même objet. Hein. Les quatre points, c'est le même objet, qui en fait est multiplié grâce à la lentille. Donc c'est le quasar qu'on voit en 4. On a également beaucoup de clubs d'astronomie ou d'observatoires. Bon, j'en liste un petit peu ici, hein, mais il y en a beaucoup plus qui du coup vont utiliser des ovnis soit pour leurs besoins personnels ou pour après également faire du tout public lors de soirées comme les nuits en ce moment, les nuits des étoiles, pardon, ou autres activités annuelles. Donc là, j'en cite quelques-uns, effectivement. Que ce soit en France, j'en ai mis un petit peu à l'étranger. Là, on a l'observatoire Radebeul en Allemagne, l'observatoire Basebrug qui est en Belgique, musée Paléospace. Paléospace, ils ont depuis 1 ou 2 mois leur OVNI. Donc ils font du tout public. C'est vraiment très intéressant pour montrer des choses autres que des tachouilles. Là, au moins, on voit une meilleure tachouille. Une meilleure tachouille, ou en tout cas, on voit l'objet en bien meilleure résolution et beaucoup plus de détails.
que ce que l'on pourrait voir avec un oculaire classique. Donc vraiment très intéressant aussi pour le tout public. Et donc je vais déjà commencer par vous remercier, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ce soir, soit après la conférence, soit directement quand on va observer. Et également, n'hésitez pas à aller voir directement le site internet OVNI Night Vision. Il faut savoir que depuis 2019, on met une actualité chaque semaine sur la page Facebook et que depuis un peu plus d'1 an, on a créé une page, un blog sur le site internet directement, puisque tout le monde n'a pas Facebook en fait. Donc on met l'actu sur Facebook, mais également sur le blog. Donc chaque semaine, il y a une actu OVNI Night Vision. Et on a également un groupe privé sur Facebook avec près de 650 personnes pour échanger, parler de leur usage, du matériel qu'ils vont utiliser, des tests qu'ils peuvent faire. Donc c'est bien pour les utilisateurs qui souhaitent communiquer entre eux sur leur matériel, soit avec OVNI M, soit avec OVNI B, ça dépend l'un ou l'autre. On a une chaîne YouTube pour également montrer les tutoriels vidéo des différents accessoires. C'est vrai que c'est bien de pouvoir voir comment on va les utiliser. Et puis voilà, je vous le disais, donc s'il y a des questions tout à l'heure, et sinon ce sera par email à joko@ovni-nightvision.com. Je vais le répéter une dernière fois. La conférence c'est bien, l'observation c'est beaucoup mieux. Donc ce soir, quand vous voyez ce petit drapeau-là, ça signifiera mon emplacement. Donc je vous invite vraiment à venir observer avec moi et ce sera un plaisir en tout cas de... Je suis pas encore installé, c'est pour ça, donc je vais m'installer après. Dans le champ de la SAF, mais où précisément, je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas merci pour votre écoute et à tout à l'heure.